Alors bonsoir, je m'appelle Saméléon, je suis originaire du Berry, j'habite Pouligny-Saint-Pierre depuis 2021. J'ai également vécu à Tours pour mes études de psychologie, puis 20 ans dans l'Eure-et-Loir. J'écris depuis l'âge de 12-13 ans. D'abord des aphorismes, pensés sur la vie, la mort, l'amour, l'amitié, puis des poèmes. C'est le roman Le Lion de Joseph Kessel qui m'a donné le goût de lire, car il m'a totalement permis de m'identifier à cette petite fille qui allait trouver refuge auprès d'un lion. J'ai participé à mon premier concours à 19 ans et j'ai remporté la première mention en poésie classique grâce à ces 3 poèmes. Alors je vais vous lire les 3 poèmes. Musique. Déjà ce mot glisse au fond de ma gorge et fait frissonner mon oreille, fond sur ma langue comme un sucre d'orge, avec presque un goût de groseille. C'est grâce à toi que mon esprit se forge, par tes symphonies, tes merveilles. Tu viens du bec des pinsons des rouges-gorges, aussi des ailes des abeilles. Liberté. Ô liberté, tu nous ouvres tes ailes pour nous envelopper d'une housse de velours. Alors, nous volons vers de nouveaux horizons pour nous abandonner à cette floraison. Mais n'abusons pas de notre blanche colombe, elle deviendrait dangereuse comme une bombe. La volupté s'évanouirait et laisserait la place aux ténèbres, l'ennemi de la paix. Poésie. Des vers, des pieds, des quatrains, tes mots nous rendent sereins. Les mystiches à l'alexandrin, cela fait toujours très bien. Le monde apparaît plus vrai aux humains qui n'existaient que dans leur ombre sans raie de lumière, espoir de paix. Vers 2006, je me suis inscrite sur des ateliers d'écriture sur Internet et cela m'a permis d'améliorer ma grammaire et ma conjugaison en apprenant des livres comme Le français correct pour les nuls et Le Becherel. J'ai également testé l'atelier d'écriture en réel afin de vérifier si j'étais capable d'écrire devant des gens et en un temps imparti. En 2007, j'ai remporté la première place régionale d'un concours organisé par la Poste et pour lequel il fallait écrire un poème pour la Saint-Valentin. Voici le poème que j'ai écrit à cette occasion. Ma tendre moitié, j'ai bataillé durement afin que tu sois mien, épuisant mon ardeur pour que tu m'aimes enfin. De mes yeux, tant de pleurs se sont écoulés, car je pensais par trop t'aimer. Je t'admire, toi mon homme, mon militaire, le chemin qui t'a conduit jusqu'à moi, tu l'as foulé comme allant au combat. De toi, je suis extrêmement fière. Que dire de plus sinon je t'aime, conjugué à ta seule personne et à tous les temps? Te le murmurer, te le susurrer, en faire un poème, ou te le chanter, le pourrais-je seulement? Je connais une bien meilleure manière, celle de te faire admirer le visage de l'amour, en te guidant jusqu'au firmament de sa lumière, comme on gravit les marches d'une tour. Je verrai ton regard s'adoucir sous l'incroyable clarté, dont aucun œil ne peut supporter la brillance, et là je saurai que j'ai triomphé, même si rien jamais n'est gagné d'avance. L'amour, à l'image d'une fleur fragile, a besoin de chaleur et de pluie, des baisers de soleil qui la rendront docile, et des larmes de joie pour qu'elle soit épanouie. Et avec une amie, notre nouvelle Simon Berry était comptée est arrivée 11e sur plus de 200 participants lors d'un concours sur le thème du voyage. De 2010 à 2012, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai proposé mes créations artistiques, pastel tendre, crochet, poterie. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs expositions de mes pastels consacrés aux étangs de la Brenne, aux fleurs. Avec mon binôme ici présent, nous proposons des expositions musicales, c'est-à-dire que je peins des acryliques sur sa musique ou l'inverse. Parfois aussi, nous travaillons conjointement sur un thème ou un terme qui nous plaît. Vous pourrez découvrir notre exposition musicale à Pouligny-Saint-Pierre dans la salle Mardelais du 22 avril au 1er mai et qui regroupera tout ce que nous avons fait jusqu'alors.
En attendant, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube qui s'intitule Gossam, l'art au naturel. Pour ma part, le 31 janvier dernier, j'ai publié mon premier roman Les mythes dans le placard aux éditions La Route de la Soie. C'est un roman que j'ai écrit de 2008 à 2009. Cela m'a pris 9 mois pour aller au bout, contrairement aux 3 autres que je n'ai soit pas terminés, soit pas retravaillés. Les mythes dans le placard parlent d'emprise mentale, de violence infantile. Cela parle de thèmes plus basiques tels que la vie, la mort, l'amour, l'amitié. On y trouve aussi des réflexions sur l'histoire, la politique, la sexualité, la télévision, les sectes. Mon personnage principal est un enfant qui va grandir dans une famille où il va subir du dénigrement à travers des a priori, des préjugés, à l'école et au catéchisme aussi. À la longue, cela va impacter son épanouissement et ses choix. Nous verrons de quelle façon et comment il parviendra à se tirer d'affaire. C'est donc aux éditions La Route de la Soie que j'ai confié mon manuscrit qui a été préservé dans son intégralité. C'est grâce à la chaîne YouTube Méta de Choc, créée et animée par Elisabeth Fetty, que j'ai découvert cette maison d'édition. Méta de Choc est une émission de métacognition appliquée à soi-même, sur des sujets tels que l'ostéopathie, les dérives sectaires, le militantisme, l'homosexualité, la psychanalyse entre autres. Certaines de ces interviews ont été publiées sous format papier par les éditions La Route de la Soie. J'ai grandement apprécié l'éthique de cette maison d'édition basée sur le culturel et l'artistique. Elle a à cœur de faire se rencontrer les cultures, comme La Route de la Soie permettait les échanges commerciaux entre l'Asie et l'Europe. Cette maison d'édition a vu le jour en 2017 et a été fondée par Sonia Bressler, docteur en philosophie et en épistémologie. La Route de la Soie, elle connaît bien pour en avoir parcouru 8000 km. C'est grâce aux cours qu'elle donne à l'université qu'elle peut financer l'impression des livres qu'elle publie et qui bénéficient du même service de distribution que Gallimard. C'est-à-dire que vous pouvez vous procurer les ouvrages des éditions de La Route de la Soie partout en librairie et aussi sur les plateformes telles que Amazon, la Fnac, Cultura, etc. Il est toutefois préférable de commander directement sur le site de la maison d'édition pour des raisons de commission. Il faut savoir également que l'impression se fait à la demande pour des raisons écologiques. Avant de vous présenter mon roman, sachez que je ferai... Non, alors ça je ne le dis pas, puisqu'on y est actuellement. Vous pouvez également me suivre sur ma chaîne YouTube du côté de chez Sam, 2703. Vous y trouverez mes poèmes mis en musique, certaines de mes chansons et des chroniques littéraires que j'ai écrites sur des livres qui m'ont interpellée. Mais commençons par le commencement. Les mythes dans le placard. Prologue. Les mythes, MYTHES, musellent les libertés individuelles, aussi sûrement que les mythes, MITES, grignotent les vieux habits relégués dans des placards. Au-delà de leur homonymie, ces deux prédateurs partagent un autre point commun, l'invisibilité. Nul ne s'est jamais vanté d'avoir surpris ces lépidoptères et d'en fournir une description exacte. Les mythes, MYTHES, restent tout autant imperceptibles. Ce ne sont ni des insectes trop minuscules pour être discernables à l'œil nu, ni des objets. À défaut de les tenir dans la main, ils sont manipulables. Ce sont des mots qui, ajoutés les uns aux autres, forment des phrases et qui, liés entre eux, donnent du sens. On peut les astreindre à exprimer ce que l'on veut. Ainsi influence-t-on autrui en lui suggérant, de façon persuasive, la route à suivre. Les mythes MYTHES sont des formules implacables, des ordres, des obligations, qui ne tiennent compte ni de l'affect, ni du tempérament de l'être humain. Le mythe
MYTE, revêt le costume du gentleman, superbe, élégant, distingué. Il inspire le respect de par sa stature impérieuse. Le mythe, MYTHE, se cache derrière le masque que l'on veut bien lui voir porter. C'est un caméléon qui se compose un visage de circonstance. Il est prétexte à la prétendue bonne conduite. Pour ne pas choquer en empêchant, il contraint. Ainsi n'est-il pas jugé castrateur en ne recourant pas à la forme négative. Au contraire, il pousse à l'action « tu dois ». Son caractère optimiste lui confère un rôle moteur. Il stimule. En réalité, il fourvoie. Néanmoins, ces deux monstres diffèrent en genre et en nombre. On parle souvent des mythes MITES qui, de sexe faible, agissent toujours en groupe. Les mythes ont abîmé ma jupe. Le mythe MYTHE, lui, de type masculin, singulier, n'a besoin de personne d'autre que de lui seul pour faire des ravages. Le mythe de Napoléon. Si jamais on ne les voit, on en constate invariablement les dégâts. Des trous dans les tissus ou dans la personnalité, béances dans l'essence même de l'être ou de la chose. À l'instar des mythes MITES qui dévorent la kératine des vêtements, les mythes MYTHES détruisent le moi, dégradation irrémédiable. Si contre les premiers, la naphtaline existe, aucun hydrocarbure ne tient éloigné les seconds. Rien pour s'en protéger, sinon le courage de regarder au-delà des apparences, la clairvoyance et la capacité de recracher des idées préconçues, prémâchées, prédigérées. Aujourd'hui, sur les rives de mes 40 ans, je peux me flatter de m'être purgé de ces mythes MYTHES et d'avoir eu la force de régurgiter ces idées préconçues, prémâchées, prédigérées, qu'on m'avait forcé à avaler, en ayant eu, au préalable, le courage de regarder au-delà des apparences et l'aptitude à voir distinctement, même si cela eut pour conséquence d'avoir à encaisser la ribambelle de mensonges auxquels on m'avait fait croire, tels des diablotins jaillissant de leur boîte et s'écrasant sur mon visage, stupeur de laquelle il me fallut me relever. Cela ne s'est pas effectué en 1 minute, ni aisément. Ce fut un vaste et fastidieux voyage. Un trajet jalonné de doutes, de désespoir, avec la tentation de rebrousser chemin. Je n'avais pas choisi l'allée la plus agréable, ni la plus fréquemment empruntée, comme au restaurant on commande le traditionnel steak frites. J'avais opté pour un plat dont les ingrédients m'étaient inconnus, non par zèle, mais par curiosité, pour découvrir ce que recèle un menu aux appellations sibyllines, pour m'inonder le palais d'un goût inédit. Ne plus me contenter de la fadeur de l'habituel, au risque d'être déçu, pis d'en faire une indigestion. Pourtant, aujourd'hui, parvenu au bout du parcours, je sais que les blessures n'ont pas été vaines, qu'elles m'ont initié à une connaissance du monde, elles m'ont rempli de moi, conception que je n'aurais pas acquise autrement. Avec le recul, la souffrance me paraît bien futile comparée à la paix gagnée. Qu'est-ce qui avait bien pu m'entraîner sur cette voie tortueuse plutôt que de me laisser tranquillement flâner au gré des saisons, où nulle tempête ne serait venue me faire tituber? Peut-être ai-je cette faculté de déceler le dérangeant, l'anormal, le malsain, que cela appartient à mes gènes, au même titre que la couleur de mes yeux ou la nature de mon sexe. C'est un processus complexe, qui s'est nourri des miettes d'une éducation défectueuse, afin de me permettre de poursuivre mon odyssée, en appuyant le doigt sur des détails extérieurement insignifiants, mais qui, inconsciemment, insidieusement, à l'abri des regards, ont causé des altérations considérables et à long terme.
Qu'est-ce qui avait permis à des grains de sable de venir enrayer l'engrenage? Un signal d'alarme qui résonnait en moi, se manifestant par un pincement au cœur, une larme à l'œil, une puce à l'oreille qui me susurrait « Attention danger !» et qui avait jeté un trouble dans cet infernal conditionnement qui bouffait ma confiance en moi au fur et à mesure que je grandissais. Petit à petit, les mythes me sont apparus plus clairement, sans en connaître la nature, tandis que j'avançais, indécis, sur le raidillon de la vie. Je me déplaçais à l'égal d'un aveugle qui ne sait ni où il va, ni même si ses pas le conduisent quelque part. Cependant, plus je progressais, plus les mythes se distinguaient nettement. C'est à 33 ans qu'ils se prolifèrent devant moi, qu'ils se profilèrent devant moi, et que je pus les nommer. C'est à 33 ans que je pris la décision la plus cruciale de toute mon existence. Je compris alors que les mythes se présentent sous forme de vérité universelle, sacrée, que l'on appelle devoir, obligation. Il est possible d'en découdre avec l'écheveau du mythe, à condition d'avoir trouvé l'extrémité du fil qui va favoriser son démêlage. Pour ceux qui l'utilisent, en abusent, ce terme est bien trop précieux, pédant, pour qu'ils en connaissent la véritable identité. Ces missionnaires se comportent à la hauteur de ce qu'on attend d'eux, imitant bêtement une démarche zombiesque, suivre le mouvement de la majorité, ainsi qu'une grosse vague soulevant une haleine de terreur et engloutissant la minorité, ceux qui arrachent les œillères, ceux qui écaillent le vernis, ceux qui bousculent l'ordre établi, ceux qui, comme moi, ne se contentent pas de la facilité. Quoi qu'il faille s'égratigner et s'esquinter les ongles à gratter le sol aride pour exhumer une source de liberté à laquelle s'abreuver. Chapitre 1. À l'origine. J'ai toujours eu besoin de tout comprendre. Observer, explorer, chercher en profondeur. Une nécessité, même si cela risquait de m'anéantir. Mon décortiquage avait d'abord concerné mes jouets, objets les plus facilement accessibles, puisque supposés m'appartenir. Construire, détruire, remonter, démonter, inlassablement. Je me souviens que vers 2 ans, j'entassais mes Legos, les uns sur les autres, le plus haut possible, afin d'atteindre des sommets vertigineux. Je m'imaginais être une fourmi se hissant jusqu'à la cime. Je sentais alors une apesanteur me soulever de terre, en même temps qu'un frisson de frayeur chatouillait ma nuque. Puis ma tour s'écroulait. Cet ensemble qui, la seconde auparavant, ne faisait qu'un, se morcelait sous mes yeux, en se divisant en une myriade de fragments multicolores. Je recommençais, en prenant garde à ce que les cubes soient empilés dans le prolongement parfait les uns des autres. Toutefois, le résultat était le même. J'avais la sensation qu'un peu de moi-même périssait aussi. Apprentissage douloureux, ô combien bénéfique de la frustration. Je compris très vite que je pouvais être celui qui renverse, à l'instar de cette force invisible qui intervenait. Là, ce n'était plus la main divine, mais la mienne qui jouait les avions kamikazes. Bang, en plein dans le mille. Je ressentais une jouissance inépuisable à massacrer ce que je venais de bâtir. Cette tour, ce n'était plus moi. Elle m'était totalement distincte. Peu à peu, je réalisais qu'il est plus laborieux de construire que de détruire. Construire demande de la patience, de la concentration, de l'investissement. Détruire se résume en une explosion. Quelques années plus tard, âgé de 6 ans, je déboîtais les bras de mon Superman en plastique, ce qui me valut une engueulade homérique de la part de mon père, parce que je ne parvenais pas à le replacer, lui non plus d'ailleurs.
le super-héros devenu manchot dégringolait de son piédestal. Il me fallait des objets que je puisse démanteler et remonter. Je commençais avec les stylos à billes, ceux au corps transparent, qui exhibent ce qu'ils ont dans le ventre. Après avoir retiré le goupillon et le bouchon indiquant la couleur de l'encre, je glissais, hors du cylindre rigide à section hexagonale, le tube souple, contenant le liquide avec, à l'une de ses extrémités, sa tête conique de laiton, contenant la fameuse bille à rotation qui déverse son sépia au contact de la feuille. Pas de grosse surprise, mais l'avantage de le remettre en état très rapidement et très facilement. Je passais la vitesse supérieure en optant pour des stylos à la pointe rétractable. Les corps opaques ne dévoilaient rien de leur intérieur, amplifiant mon excitation qui ne demandait qu'à être comblée par la visualisation de la complexité du mécanisme. Ressort, anneau de ferraille. Néanmoins, c'était de la bagatelle comparé à l'ingéniosité du rouage des montres. J'étais ébahi devant les aiguilles disloquées de leur socle, ne trottant plus, soumise à ma seule volonté. Ces petits plateaux sur lesquels gisaient de minuscules roues que des ressorts miniatures faisaient normalement tourner. J'eus tout le loisir de les contempler, de nombreuses années durant, car, une fois éventrée, je ne pus jamais reconstituer la dite montre. Afin de rafistoler chaque élément, j'empruntais la pince à épiler de ma mère qui, s'interrogeant sur l'utilité que je pouvais bien en tirer, m'en servais-je pour débroussailler mes sourcils, qu'elle inspectait d'un air contrarié quand je lui rendais son ustensile, la réclamait à grand renfort de braillement. En revanche, le tic-tac était en berne. Le temps demeurait à jamais suspendu dans le gosier de ma montre de communion. Je n'avais aucun plan sur lequel me baser, aucune personne pour me conseiller. Alors je fus obligée d'évoquer la perte pure et simple de mon bijou. Mes parents me traitèrent de tête en l'air, me spécifiant qu'un jour je la perdrais pour sûre. Si j'avais avoué la vérité, j'aurais encore porté cette étiquette de brise-fer. Au moins, ça me changeait de label. Qu'avais-je besoin de trifouiller ainsi les choses? Mes parents n'y voyaient qu'un plaisir sadique de casser, comme si j'avais eu le désir malsain de bousiller ces jouets qui avaient coûté si cher, me venger de ce qu'ils ne m'aimaient pas assez, ou prélude au sempiternel refrain d'adolescence, vous n'aviez qu'à pas me faire. Si généralement ce goût pour la destruction se raréfie pour finir par s'apaiser totalement en grandissant, en ce qui me concerne, il est allé croissant. Mon incursion au cœur même des matériaux enfla et aurait pu s'étendre aux animaux. La dissection d'un batracien en cours de biologie au collège m'en dissuada définitivement. Nous étions organisés en groupe de 2 à 3 élèves, assis sur de hauts tabourets et devant un zinc recouvert de carrelage blanc. Le professeur distribua à chacun une grenouille vivante que nous épinglâmes afin de la maintenir immobile. Puis à l'aide du bistouri, nous découpâmes la peau moite de son ventre et observâmes l'intérieur de son organisme. C'était fascinant et répugnant à la fois. Je ne pouvais m'empêcher de me mettre à la place de cette bête inoffensive, crucifiée au nom du programme scolaire. Je ressentais la souffrance qui, sans l'ombre d'un doute, était la sienne. Au stylo et aux montres, j'étais sûre de n'administrer aucune douleur. Là, je culpabilisais et m'interroger sur le bien fondé d'une telle action ne me soulageait nullement. Découvrir ainsi le mystère de la vie, cette petite poire qui se presse automatiquement, l'épaississait davantage. Durant cette séance de boucherie amphibienne, je m'étais retenue de vomir devant les copains qui auraient sauté sur l'occasion pour m'infliger une honte inoubliable. Cela m'aurait irrévocablement scié l'envie de réitérer toute exploration concrète dans la viscosité des viscères. Je préférais m'en tenir à la nubilosité
d'une machinerie perceptible par des sens occultes que je semblais détenir en ma possession. Alors je triturais, je farfouillais, je tripatouillais les idées, les comportements humains, à la manière du garagiste qui fourre ses mains dans le cambouis, puis, par extension, le fonctionnement de notre système de pensée. Alors le personnage va grandir, il va partir faire ses études à Tours, et donc il va découvrir les jeux de rôle, chapitre 17. Si jusque-là j'avais été un élève assidu, je n'en faisais désormais plus qu'à ma tête. J'assistais aux cours qui me passionnaient, les travaux pratiques en l'occurrence, où nous faisions des expériences. Les cours théoriques retenaient moins mon attention. J'y participais de plus en plus rarement, surtout depuis que j'avais besoin de dormir le jour pour compenser un manque de sommeil dû à mes pérégrinations nocturnes. Toutes les nuits, j'effectuais de longs périples à travers le temps, sans l'aide des élucubrations de mon père. Je respectais malgré tout les recommandations de ma mère en ne traînant pas par monts et par vaux à travers la grande ville de Tours, puisque je connaissais 1000 aventures en ne bougeant pas de ma place. J'étais devenu un adepte des jeux de rôle. Cette activité m'était totalement inconnue avant d'arriver dans cette cité universitaire. C'est Simon, mon voisin de chambre, qui m'y convia. J'étais curieux de voir en quoi cela consistait, parce qu'a priori, à son écoute, ce divertissement n'avait rien de subjugant. Par la suite, je comprendrai que Simon était un jeune homme plutôt timide, qui ne s'enthousiasmait guère facilement. Néanmoins, n'ayant rien de mieux à faire, sinon regarder la télévision, le programme déterminé d'avance alors que j'aimais zapper, passer d'une chaîne à l'autre, ce qui aurait irrité l'assemblée, je décidai d'aller faire un tour dans la salle réservée aux jeux de rôle. C'était un grand espace, aux murs blancs gras de jambon, un blanc huileux, sale. Au centre de la pièce trônait une table ovale, couleur beige, au milieu de laquelle était réparti un plateau et des dés de toutes les couleurs et de toutes les formes. Je n'en avais jamais autant vu, ne sachant pas qu'il en existait une telle variété, à part le traditionnel cube à 6 faces. On aurait dit des berlingots. Des feuilles, des crayons de papier et des gommes, ainsi que des pots de yaourt en verre, vides, et des coquilles Saint-Jacques, en guise de cendrier, étaient disposées sur la surface plane. Des chaises dépareillées, rouges, jaunes, bleues, les mêmes que celles de la salle télé, entouraient la table et attendaient que des fessiers viennent s'y poser. Une cafetière, dans un coin de la salle, fumait comme une locomotive et répandait une odeur suave. Dès que j'entrai, Simon, qui m'avait aperçu, s'approcha de moi, un sourire aux lèvres, sans doute heureux de ma présence. Il me présenta à ses camarades. Nous étions 8. Je me demandais si nous étions suffisamment nombreux. En fait, 7 seulement d'entre nous participeraient, le 8e incarnant le maître de jeu ou meugeux de son surnom. Il se plaçait en bout de table et supervisait le bon déroulement des opérations. De lui dépendaient les situations dans lesquelles nous serions plongés en plein Moyen-Âge. D'abord, il me fallait établir la fiche de mon personnage. Suivant le score que j'obtiendrais avec les dés, je serais humain, nain, troll, orc. Le hasard me désigna elfe. Il fallait ensuite tirer au sort ma classe ou mon métier. Mage, guerrier, paladin, barde, ce fut chasseur. Pour finir, je lançai une dernière fois les dés, afin de connaître mon niveau dans chacune des capacités du personnage. Des points étaient ajoutés ou retirés, bonus ou malus,
selon la compétence par rapport à la race. Un elfe a une dextérité plus grande que celle d'un orc, chaque espèce possédant des talents et des lacunes. Avec les 6 autres joueurs, nous formions une équipe et devions combattre une guilde de voleurs. Se trouveraient également sur notre passage des zombies, des dragons, des beholders. Nous avions des armes pour nous défendre, hallebardes, cimeterres, dagues, et des pouvoirs magiques, traits de l'ombre, pluie de glace, boules de feu, pour contrer ces ignobles créatures. Je fus très vite happé par le caractère excitant du jeu, et je compris rapidement à quoi servait le café, à nous maintenir éveillés toute la nuit. Une fois absorbés, nous ne pouvions plus décrocher de cette passionnante distraction, oublier l'inconfort des chaises en plastique. Quand une action était en cours, l'affrontement avec un assaillant par exemple, il fallait aller au bout de la rencontre. Cela pouvait durer plus ou moins longtemps, les dés ordonnant la force de nos attaques. Parfois notre arme pouvait se briser, parfois nous pouvions être blessés, ou même mourir lorsque nos points de vie atteignaient 0. Nous nous guérissions alors avec des potions, ou étions ressuscités par un sort, à condition que le mage l'eût réussi. J'avais réellement l'impression d'être dans la peau de cet elfe, de prendre et de rendre chaque coup, et d'être solidaire de ma troupe. Nos missions nous emmenaient à l'intérieur de villes, dont nous reproduisions le plan pour nous orienter, afin d'éviter de tourner en rond et de découvrir les passages secrets. D'autres fois, nous violions l'antre de château à la recherche de nouveaux indices, nous rapprochant de la quête finale. Nous interrogions les voyageurs qui croisaient notre route et les habitants des bourgs dans lesquels nous pénétrions, interprétés temporairement par le maître de jeu. Il fallait pouvoir s'imaginer les scènes comme véridiques, agir comme dans la réalité, se nourrir, se reposer. Nous étions dans un autre monde où notre seule préoccupation se résumait à rester en vie. Dans l'instant présent, il nous fallait ne pas nous endormir. Nous buvions café sur café. Et quel café! Il était tellement fort que la petite cuillère se mettait au garde-à-vous dans la timbale en plastique. Un café qui tenait au corps. Pas un de ces jus de chaussettes immondes de nos voisins anglais. Nous fumions cigarette sur cigarette, dont la fumée enveloppait la salle d'un brouillard digne de ces forêts maléfiques que nous traversions dans nos parties et duquel jaillissaient des morts-vivants ou autres ennemis suspects qu'il nous fallait terrasser. Moi qui n'avais jamais bu de ce breuvage, moi qui n'avais fumé que parcimonieusement, moi qui n'avais plus ma mère pour me chaperonner, j'imitais mes camarades et m'abandonnais au plaisir de mon âge. J'appartenais désormais à un clan. Je n'étais plus ce garçon anormal, cet être différent, le bouc émissaire. J'avais laissé mon passé et sa malle de souffrance derrière moi. Je les embrochais durant les batailles que mes acolytes et moi engagions, mes souffrances prenant le visage de l'adversaire que je vainquais avec la sensation de me libérer un peu plus de mes fers. Voilà. Bravo. Merci. Je remercie les personnes qui se sont déplacées, la mairie de Pouligny-Saint-Pierre et puis la bibliothèque. Voilà. Vous allez faire d'autres lectures? J'ai d'autres dates de prévues, oui. J'ai un planning un peu chargé. Mieux. Oui. Vous allez lire où après? Alors, je vais faire si je me souviens de mon planning, le 30 avril, je vais au salon de Châteauroux, salon du livre de Châteauroux.
Mais j'y vais que le dimanche 30 parce que comme on fait l'expo, voilà. Le 12 mai, je fais à Montmorillon, c'est dans un librairie bar de la trappe, ça s'appelle de la trappe aux livres. C'est le soir de 18h à 19h30. Le 13 mai, j'ai le Cultura de Chasseneuil du Poitou, toute la journée. Le 20 mai, je fais la librairie Cousin Perrin au Blanc. Le 28 mai, je fais. Non, mais vous n'êtes pas obligé de tout. Oui. Non, c'était pour vous avoir une idée, quoi. Du coup, ouais, d'accord. Ah oui. Ouais. Voilà. Je ne vais pas vous faire réciter votre planning. Non. Voilà. De toute façon, je partage ça sur ma page Facebook. Donc, voilà. Ça finit bien l'histoire. Comment ? Ça finit bien. Oui. Mais il est prévu une suite où, qui est toujours pas écrite, mais ça sera sur la spiritualité New Age. Voilà. Ça sera le tome 2. Et le tome 3, ce sera la déconversion de la spiritualité New Age avec la connaissance de l'esprit critique, méthodologie scientifique, etc. Et peut-être un tome 4 sur François Roustan. Il y a beaucoup de choses de prévues. Oui. Là, je travaille sur un recueil de haïkus illustrés. Donc, c'est des haïkus que j'ai écrits. J'en ai, je sais pas, à peu près 200. Je les ai regroupés de façon à ce que ça raconte un récit de vie, de la naissance jusqu'à la mort. Donc, ils sont agencés et puis il me reste les illustrations à faire. C'est vous qui allez les illustrer ? Oui. D'accord. Comme je fais de la peinture et puis un peu de dessin. Enfin, généralement, la peinture, je fais de l'abstrait, mais bon, au départ, quand j'ai commencé, en fait, j'ai fait des pastels tendres, des choses, des paysages, les étangs de la Brenne, les fleurs. Et puis, je faisais sur du format A4. Et puis, comme j'allais voir d'autres peintres et tout ça, on m'a dit, bah, essaye l'acrylique. Donc, je me suis mise à l'acrylique en faisant de l'abstrait. Et donc, généralement, mes peintures, c'est des visions que j'ai quand je ferme les yeux, des couleurs, des choses comme ça. Et puis, j'essaye de retranscrire au mieux ce qui m'apparaît. Et donc, c'est de l'abstrait un peu figuratif, un peu, je sais pas, la dernière toile que j'ai faite, c'est une orange, mais comme moi je la vois. Donc, on voit que c'est une orange, mais après, avec de l'imagination, et voilà. Donc, Vous consacrez beaucoup de temps, alors je pense. oui. Au niveau de l'écriture, au niveau. Ouais. Enfin, j'ai la chance d'écrire assez vite. Ça fuse. Mais là, j'écris plus. En ce moment, j'écris plus vraiment. Mais ça demande de la disponibilité. Enfin, je sais que ce roman-là, il m'a tenu pendant 9 mois. Il m'a pas lâché. C'était tous les jours. Et tant que je retrouve pas ça, je m'y mets pas, j'attends que ça vienne. donc voilà. Puis là, je suis dans les dédicaces et je fais ce que j'ai à faire. Je fais mes dates et puis les démarchages et tout ça. Je rencontre des gens, c'est sympathique. Voilà. Après, ça a du mal à bouger dans les campagnes. J'ai fait la maison de la presse à Argenton. Alors le problème aussi, c'est que la Nouvelle République, alors les journalistes, ils font leur job, hein, j'envoie les mails et tout ça, avec toutes les infos, ils font les annonces, et puis la Nouvelle République, au niveau de la rédaction, ils ne partagent pas. Là, à Argenton-sur-Creuse, je l'ai fait, c'était un samedi matin, c'était dans le journal le samedi matin pour le samedi matin. Ça sert à rien en fait. Et j'ai fait Busancais, ça n'a même pas été publié, l'annonce. Et puis, donc les gens, les libraires où je vais, Maison de la Presse, ils sont pas contents parce que ça leur fait pas non plus de pub. Donc c'est difficile, quoi.
Et donc j'ai recontacté à Tournon-Saint-Martin, c'est pareil, ça n'a pas circulé, voilà, au niveau de la Nouvelle République. Alors après, les journalistes, ils sont en porte-à-faux parce que je les ai recontactés pour leur dire ça n'est pas passé dans le journal. Et ils se disent moi je fais mon job et tout, donc ça, il n'y a pas de souci. C'est au niveau de la rédaction, et puis on essaye de comprendre un peu ce qui se passe. Et puis il paraît que c'est le directeur de la Nouvelle République qui a décidé que. Alors je ne sais pas pourquoi, hein. C'est ce qu'elle m'a dit, Madame Phillips, qui s'occupe de Tournon-Saint-Martin. Elle m'a dit que la direction. Ils ne veulent plus faire de pub au niveau de tout ce qui est dédicaces, concerts, théâtre. Ouais. Pourquoi, je ne sais pas. Hein. J'ai entendu ça aussi. Ouais, donc je ne sais pas pourquoi, parce que même tout ce qui est pour les personnes âgées, voilà, ça ne les intéresse plus. Donc, Oui, c'est bizarre. en plus, c'est pas un journal gratuit, donc ça revient cher à l'année si on est abonné. Enfin, j'ai compté un peu, ouais. Ouais. Bah, le problème, c'est qu'ils ont le monopole, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Ouais. C'est le seul. Oui, mais au bout d'un moment, les gens, ils vont peut-être se dire. Ouais. En même temps. Je sais pas. Ouais. C'est difficile après. Bon, les gens sont habitués, ils achètent ça. C'est. Bah oui, parce que c'est un des moyens d'information locale quand même. Comme encore une fois, comme ils ont maintenant le monopole, ils sont plus tout seuls. Ils font un peu ce qu'ils veulent. L'écho du Berry, ils font du côté d'Argenton. Ouais, mais ils s'arrêtent justement à côté d'Argenton. Ils ne viennent pas jusque ici, l'écho du Berry. Ouais. Et puis c'est un hebdomadaire, c'est pas un quotidien. C'est pas différent. Ouais. Donc c'est vrai que niveau pub, après les réseaux sociaux, on est noyé sous l'information. Hein. Ouais, là, c'est... Là, moi, j'ai envoyé à tous les abonnés de la communauté de communes, les abonnés des bibliothèques. Donc ça fait, je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est 1600 ou 1700 mails qui sont partis. Vous voyez combien on est. Hein, donc c'est aussi la difficulté de faire bouger les gens globalement. Hein. Après, on en discutait aussi avec les différents libraires. Le Covid, ça a tout foutu en l'air aussi, quoi. Je sais pas. Ouais. Nous, en bibliothèque, en tout cas, je sais pas, Pouligny, là, mais globalement, je vois, ça revient quand même. Là. Ça revient. Oui. Ouais, les gens reviennent. Hein. Rose, tu es d'accord hein. Ça revient un peu. Ouais. Bon, tant mieux. Ça a été difficile, 2021 a été encore difficile, mais là ça commence à revenir un peu, on commence à avoir des fréquentations un peu comme avant. Mais ça a cassé des choses quand même, en termes de, je pense en termes notamment de spectacle, de relations humaines, de relations, de regroupement collectif et tout, ça a cassé des choses. C'est sûr. Il y a moi c'est ce que j'ai senti à Argenton surtout, il y a une peur de l'humain, quoi. C'est je trace ma route, je vais chercher mon journal et je regarde même pas. C'était déjà comme ça parce que quand j'étais auto-entrepreneur, je faisais des marchés. C'est vrai que les gens, ils allaient du point A au point B. Mais j'ai l'impression que ça s'est peut-être renforcé ce sentiment-là. Les gens ne prennent plus le temps. Ils ont trouvé d'autres choses à faire pendant ce temps-là. Hein. Donc, c'est difficile d'aller les chercher, effectivement. Ouais. Même en envoyant de l'info. Ah, j'ai oublié. Mince, bah oui, mais quand tu as l'info, note-le. Et puis, si tu es intéressé... mais il y a tellement d'autres choses qui viennent se greffer par-dessus. Ça va hyper vite. Je ne peux pas dire qu'il y a beaucoup de choses le jeudi soir liées aux environs, quand même. À part le cinéma, je ne sais pas, mais voilà. Ouais. Et puis ça peut changer aussi, une lecture, ça peut donner envie de s'évader, d'acheter des livres, de faire autre chose. Hein. Ça nous occupe de sortie. Bah oui, tout à fait. Ouais, mais de base c'est un milieu fermé, donc c'est vrai que c'est compliqué. Si les personnes ne sont pas intéressées de base par le milieu littéraire, ça va être que des personnes... le livre devient un luxe. Et voilà. C'est la seule à aimer ça. À la fond dedans. Ah bah, très bien. C'est normal, je suis en études de lettres, c'est pour ça que j'ai l'envie d'aller voir aussi les petites maisons d'édition, les auteurs, autrices qui sont pas vraiment connus, qui ont du mal à se lancer, etc. C'est intéressant de découvrir. Ouais. Bah, moi je connaissais pas le milieu de l'édition parce que j'avais contacté une maison d'édition, ça rentrait pas dans la ligne éditoriale, donc voilà, j'avais laissé tomber. Et c'est vrai que
c'est un peu la bagarre, parce que moi, l'éditrice, là, elle me disait qu'on lui fout quand même pas mal de bâtons dans les roues, parce qu'elle a les mêmes, en fait, elle passe par la Sodis, enfin, le distributeur, comme chez Gallimard. Oui, ce que vous disiez au départ. Oui. Ouais, et donc, on lui met des bâtons dans les roues, des fois, elle a envie de... Enfin, ça lui demande vachement d'énergie, et c'est tout un... c'est un milieu apparemment, c'est vraiment, mais c'est ce qu'elle disait de toute façon. Après, quand on passe par les grandes maisons d'édition, Albin Michel et Gallimard, oui, forcément, on a peut-être plus de facilité, je sais pas, dans les journaux ou à la télé ou des choses comme ça. Mais c'est 3 semaines et hop, terminé. Hein. Alors qu'elle essaye de faire tourner au maximum d'auteurs. Je sais pas combien elle a d'auteurs au total, mais elle en a quand même pas mal. Et c'est ce qu'elle dit que maintenant, les gens qui ont, ce qui est vraiment de qualité au niveau littéraire, on les retrouve plus dans des petites maisons d'édition que chez Gallimard ou Albin Michel, où c'est... voilà quoi. Et c'est en train il y a des choses qui changent, mais voilà, ça met du temps à se mettre en place. Et enfin, elle, en tout cas, ça lui demande beaucoup de... Elle fait ce qu'elle peut parce qu'elle est toute seule et voilà quoi. Mais elle publie à peu près. Nous, moi j'ai été publiée dans le mois de janvier. On a été 5, je crois. 5 livres à être publiés. Le mois de février, on en a fait que 2. Et puis après, mars, je sais pas trop. Mais ça fait une moyenne, elle me disait 20 à peu près par an. À peu près. Hein. Donc, mais voilà, parce qu'elle donne des cours à l'université dans les périphéries de Paris et tout ça, et c'est comme ça qu'elle finance en fait. Donc voilà, mais à la base aussi, elle est journaliste de guerre et tout ça, enfin elle a fait des trucs, beaucoup de choses. Et elle sort elle-même des bouquins. Bon, j'ai pas eu l'occasion encore de la lire, je sais qu'elle a fait un livre sur Samuel Beckett, qui... ça a l'air d'être super intéressant. Et là, aujourd'hui, elle a publié son dernier livre qui parle de l'intelligence artificielle, Data Philosophie. C'est d'actualité. Ouais, Data Philosophie, sur en fait, toutes les questions philosophiques, déontologiques, judiciaires, sur le numérique, le rapport au numérique pour les jeunes générations, pour les étudiants et tout ça, et parce qu'elle côtoie ce milieu-là. Donc, alors ça a l'air d'être pointu comme truc, hein, vu le résumé, mais c'est passionnant. Après, je pense que c'est accessible à la lecture pour tous, quoi. Mais on voit que c'est pointu, quoi. Parce qu'elle se base sur plusieurs auteurs, des philosophes et tout ça, donc voilà. Et elle a aussi beaucoup d'auteurs chinois et avec le rapport pour expliquer en fait comment ça marche en Chine et l'économie chinoise et tout ça. Moi ça me passionne pas, mais, mais c'est d'où la route de la soie, voilà. La connexion entre l'Asie. Ouais, parce qu'elle a parcouru 8000 km à pied. Ouais. Elle connaît tout ce... Après, j'ai pas eu l'occasion de lui parler. On s'envoie des mails et tout ça. Il y a plein de choses que j'aimerais lui demander parce que c'est hyper intéressant. Mais après, c'est difficile de... J'espère la rencontrer en vrai un jour. Mais voilà. Donc, elle a prévu, c'est ce que je lui ai dit, ce serait bien de prévoir quelque chose pour que tous les auteurs de la route de la soie soient regroupés en un lieu. Donc, elle aimerait bien faire ça. Elle aimerait aussi faire des podcasts pour interviewer ses auteurs. Mais ça demande beaucoup d'énergie, de temps, toute une organisation. Donc voilà. Mais je suppose que c'est une petite équipe. Elle est toute seule. Elle est toute seule. Elle est toute seule. Et puis elle a une autre philosophe qui publie aussi à la route de la soie, et puis qui apparemment l'aide pour la relecture. Le livre, il a été lu, relu. Enfin, tant mieux. Hein. Alors après, il y a quand même des coquilles. J'ai vu... j'ai vu 3 petites choses, parce qu'après, c'est pas évident, mais c'est pas des choses qui perturbent la compréhension du texte. Donc, c'est ce qui compte. Mais... c'est souvent... Ouais.
On a beau lire et relire, Ouais. on lit que ce qu'on Continue, voudrait qu'il soit écrit. Excuse-moi, je peux juste savoir comment vous l'avez su pour ce soir? J'ai reçu par mail. Parce Parce qu'en que fait, vous êtes abonné à... on va à la bibliothèque à Tournon et du coup, D'accord. c'est le transfert bibliothèque. Oui, c'est parce que moi, d'accord, bah voilà, non, mais c'est juste pour savoir quand même. D'accord. Parce que récemment, on avait été à la bibliothèque à Tournon. D'accord, vous êtes abonné à Tournon. Ouais. Oui. Et comme il manquait des livres qu'elle voulait, elle a fait plusieurs bibliothèques. D'accord. Bah, j'avais demandé pour faire une... Parce que j'essaye de faire toutes les petites bibliothèques et tout ça alentour, Ouais. parce que je me dis, les gens, peut-être qu'ils ne veulent pas se déplacer, alors en allant au plus proche des gens, voilà. Bah, Mais c'est vrai qu'on a vu le mail, quand je lui ai dit, pas tout de suite, elle a dit, on y va. non, je vous dis parce que vous allez recevoir un mail. Normalement, mais j'attends la confirmation, mais on organise une résidence d'auteur là, bientôt, là, avec un auteur jeunesse et conteur, qui s'appelle Pierre Delis, et qui sera, on va l'accueillir à Néant-sur-Creuse, un lieu de résidence à Néant-sur-Creuse. Et je pense que ce sera sans doute le vendredi 12 mai au Blanc, à la médiathèque du Blanc, on fera sans doute une rencontre, un peu comme ce soir, une rencontre lecture dédicace. C'est ce qu'elle recherche, mais 12 mai. il faut aller loin, sinon après. Ouais. Là, ce sera au Blanc. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle voudrait voir vraiment des. Ouais, bah, c'est tout à fait un autre style, hein. Par contre, oui, c'est oui. un autre univers, mais justement. Et si vous le recevrez par mail aussi. Bah oui, du coup. non, c'est bien. Oui. Et peut-être à Tournon, justement, aussi, mais plutôt dans l'après-midi, hein, pour les enfants, parce que c'est un auteur jeunesse. Puis après, donc, eh ben, du 22 avril au 1er mai, on fait l'exposition musicale, voilà. On n'est pas musicien. Vous êtes musicien, alors du coup, vous êtes musicien Ah, moi, je joue de la flûte à bec, mais alors, je suis pas du tout capable de tenir un morceau entier, hein. Si on n'est pas musicien, on va pas faire du live, hein. Ça, on fait tout. On fait tout. Prévu, mais bon, vous n'êtes pas encore. Oui, peut-être un jour. Mais après, on chante. Enfin, en fait, là, on va présenter les 3 premières séries qu'on a faites. Alors, la première série, ça s'appelle New Era. C'est des musiques qu'il avait fait avant de me connaître. Et on s'est connus, en fait, sur un forum spirituel, hein, par Internet. Et donc, il m'a dit qu'il était musicien. Et moi, je faisais de la musique aussi, puisque j'ai écrit des chansons. Mais je fais la musique de façon empirique, c'est-à-dire que j'ai des mélodies. Et puis, mais je suis incapable de jouer, donc je faisais faire mes morceaux par des vrais musiciens, et après j'enregistre la voix par-dessus. Donc, j'ai fait des tableaux sur ces musiques, et puis j'ai fait, j'habitais l'Eure-et-Loire, enfin quand j'étais avec mon premier mari, donc j'étais dans l'Eure-et-Loire, et puis j'ai fait une autre première expo. En fait, il n'était pas présent, mais c'est à Bonneval, dans le 28. C'est une ancienne église qui a été rénovée et qui est vraiment une salle d'expo. C'est magnifique, il se dégage une super énergie, c'est voilà. Alors, il était en pourparlers qu'elle soit vendue, cette salle, parce qu'elle est... Ah bah c'est pareil, c'est le même problème, elle est un peu... elle n'est pas dans le centre. Alors déjà, Bonneval, c'est pas grand, alors elle n'est pas dans le centre, alors c'est tout un micmac pour que les gens viennent jusqu'à la salle. C'est très compliqué de les faire bouger, donc voilà. Mais nous, on adore cette salle, donc voilà. Moi, la première expo, je l'avais fait, voilà, on avait fait comme ça. Et puis, on a refait une expo, donc après, sur le thème des cycles. Et là, on avait fait conjointement peinture-musique. On a choisi des thèmes, et puis après, enfin, thème du cycle, et puis après, j'ai fait les 4 saisons. On a fait les 4 saisons. Femina, c'est sur les 4 étapes de la vie de la femme. On a fait Solune, c'est le soleil, la lune, avec le matin, le midi, enfin voilà, les différentes étapes, et puis les cycles, enfin les éléments de la nature. Et puis on a fait aussi une série sur émotion. Alors là, voilà, les 2 premières séries, c'était plus, on a fait tout en acoustique, avec des vrais instruments, qu'après on a enregistré évidemment dans l'ordinateur. Et puis la 3e série, donc, qui est émotion, ça c'est de l'électro-acoustique. Voilà. C'est-à-dire que au départ, monsieur faisait de l'électro pur, avec... je dis pas de bêtises. Non. Bah, c'était quand tu faisais par ordinateur, la musique, ce qu'ils appellent
la MAO, musique assistée par ordinateur. Avec les logiciels, Cubase, machin, enfin bon. Et donc, il a voulu essayer des vrais instruments. Donc, on a acheté quelques instruments. Et puis, on fait beaucoup avec la voix. Voilà. Et puis après, on est revenu à de l'électro-acoustique. Et puis, on essaye... un mélange, en fait, d'acoustique et un peu d'électronique, quoi. Ouais. Enfin, ce qui peut mettre en avant ce qu'on fait, on l'utilise. Faut pas que ça desserve. Faut que ça mette en avant. Alors, du moment que ça nous plaît, en fait, peu importe Oui. Mais on fait avant tout pour nous. On fait avant tout pour nous, pour qu'on prenne du plaisir dans ce qu'on fait. Et après, on se dit, voilà, hop, en avant là. Et il y avait des gens qui étaient ravis. Il y avait des gens qui étaient ravis de se dire, bon, après le Covid, ça leur a fait du bien, là, parce qu'on a fait ça, c'était juillet 2021, on n'était pas encore complètement... Enfin, on a fait pile l'expo entre deux trucs pas cool, et donc, il y avait des gens qui disaient, ça fait du bien, parce que c'est un peu de la musique, un peu folklore, je sais pas comment on peut dire, Après, il n'y a pas de grandes paroles, hein, c'est pas des chansons. Moi, je fais des chansons à texte avec des trucs élaborés. Et là, on est plus dans un... Après, on avait découvert ça. On avait été dans une... Ils faisaient une chorale à Vendeuvre, parce que je suis originaire de Vendeuvre à la base. Et donc, je suis revenue, quand je suis partie de Châteaudun, je suis revenue vivre à Vendeuvre. Et donc, on avait été voir l'église. Ils ont une très belle chorale et ils font dans l'église comme ça. Et il y avait il parlait de Vivaldi... Et Vivaldi, il avait ce truc-là, les chansons, c'était un prêtre à la base. Ah oui. Et donc, il faisait des chansons, les Gloria, tout ça. Et en fait, c'est toujours quasiment les mêmes paroles qui se répètent, mais vous pouvez les décliner en Gloria, Gloria, Gloria. Et nous, c'est un peu ce qu'on s'amuse à faire. Avant de voir ça, puis on s'est dit, bon, en fin de compte, c'est pas complètement débile ce qu'on fait, puisque Vivaldi le faisait, donc ça va. Donc, et on aimait bien, jouer avec les mots, comme ça. Voilà. Et vous avez tout ce qu'il vous faut à la salle d'art de l'É pour vous installer? Tout ça, on va faire avec. Enfin, j'ai vu qu'il y avait 9 grilles. Oui. Et puis après, on va poser sur des tables. Et puis, on va faire avec ce qu'on a, avec les moyens du bord. Et puis, donc, il y aura 40 tableaux. Voilà. Et puis, moi, je vais rajouter un peu de poterie qui me restait. Et puis, des pastels. Enfin, bon. Et puis, je mettrai des livres comme ça. Voilà.